C'est l'Ukraine avec la Russie devient un empire. L'Ukraine sans la Russie est une puissance régionale. Bonjour Pierre Laurin, vous êtes journaliste, essayiste, spécialiste de la Russie et de l'URSS. Et vous êtes l'auteur du livre « L'Ukraine, une histoire entre deux destins » qui est publié ce mois-ci aux éditions Bartia. Chez Sputnik, on parle peu d'histoire, mais ce livre ne laissera personne indifférent. Il permet d'aborder de front les questions qui fâchent à propos de l'Ukraine, notamment la construction d'une identité et d'un nationalisme. Et justement, c'est la problématique du livre. Selon vous, le peuple ukrainien forme-t-il une nation ? C'est le gros problème. S'il formait réellement une nation, nous ne serions pas dans la situation actuelle avec un pays divisé selon des lignes qui sont essentiellement ethniques et culturelles. C'est-à-dire que le peuple ukrainien existe parce qu'il s'est constitué au fil du temps, mais ce peuple ukrainien est très disparate. Il y a des gens qui viennent plutôt de l'ouest, d'une partie, la Galicie, qui était sous domination austro-hongroise jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a une autre partie qui est très proche de la Russie parce que jusqu'à la constitution réellement de la République socialiste d'Ukraine, certains territoires faisaient réellement partie de l'Empire russe et non pas, ce n'étaient pas des provinces extérieures ou quoi, c'était réellement des régions constitutives de la Russie traditionnelle. Et évidemment, les Ukrainiens d'un côté comme les Ukrainiens de l'autre n'ont pas la même perspective historique, ils ne voient pas les événements de la même manière, et même ils ne se sentent pas une identité de destin. Et c'est l'identité de destin depuis Cicéron et la Rome antique jusqu'au XIXe siècle, Renan, etc. L'identité de destin définit la nation. Si les gens ne se sentent pas prêts à aller ensemble vers le futur et à mettre toute leur énergie pour défendre les intérêts communs, s'il n'y a pas d'intérêt commun, il ne peut pas y avoir de nation. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut y avoir des intérêts communs dans la situation actuelle ? Pourrait-on dire alors que c'est un peuple qui se définit, qui se construit de par ses confrontations avec les autres, notamment les Polonais, les Russes ou les Allemands ? Indiscutablement, depuis toujours, depuis que la steppe, qui constitue l'essentiel du territoire ukrainien, qui est une vaste plaine avec quelques plateaux peu élevés, très ouverte, c'est un boulevard pour les invasions. C'est-à-dire que les peuples qui s'installaient là étaient sans cesse confrontés à des voisins qui leur cherchaient querelle parce que leur territoire était riche et que, effectivement, l'agriculture en particulier était dominante à une époque où on cherchait des terres riches de manière à pouvoir nourrir des populations. Alors justement, pour qu'on soit clair, parce que le monde médiatique n'a pas beaucoup de nuances, il est souvent manichéen, et ça se voit dans votre ouvrage, vous pourriez être classé comme étant pro-russe. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? Si pro-russe signifie ne pas se laisser emporter par une certaine propagande occidentale qui consiste sans cesse à jeter la faute de tout sur la Russie, et non pas seulement sur le président Poutine, mais sur la Russie dans son ensemble. C'est-à-dire si les choses vont mal depuis l'origine du monde, c'est forcément la faute de la Russie. Si être pro-russe, c'est refuser cette vision, dans ce cas, on peut dire effectivement que je suis pro-russe. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'être balancé, c'est-à-dire de trouver dans l'histoire quelles sont les lignes historiques, quelles sont les perspectives qui expliquent les positions d'un côté et les positions de l'autre. Et je ne pense pas que mon livre soit profondément hostile à ceux qui considèrent que l'Ukraine est une nation qui doit être proche de l'Europe, voire même intégrée à l'Europe. En revanche, ce que je considère, c'est que les chances qu'avait l'Ukraine d'avoir un rôle dominant
dans cette partie centrale de l'Europe, parce que c'est tout de même le plus grand pays d'Europe, avec la France. Et avec la Russie. Et avec la Russie, bien entendu. Donc elle pourrait être une puissance importante, à la seule condition qu'elle se donne les moyens de l'être. Et le seul moyen qu'elle a aujourd'hui de peser d'une manière ou d'une autre, c'est de servir de pont, de servir de passerelle entre la Russie d'un côté et l'Union européenne de l'autre. C'est la seule manière, il n'y en a pas d'autre. Si elle se range d'un côté, il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord. Si elle se range de l'autre, il y a l'autre partie de la population, sensiblement 50% dans chaque camp, qui n'est pas d'accord non plus. Donc, la seule solution, c'est d'avoir des hommes d'État intelligents. Et j'ai peur, hélas, que les hommes d'État qui se sont succédés à la tête de l'Ukraine depuis le départ n'aient pas été forcément des parangons d'intelligence ni de vertu. Donc en 1991, l'Ukraine obtient son indépendance après le référendum du 1er décembre, avec 90% de oui. Le oui l'emporte même en Crimée avec 54%. Comment expliquer ce vote criméen alors qu'une vingtaine d'années plus tard, les habitants de la péninsule voteront à 95% pour le rattachement à la Russie? Parce qu'à l'époque, l'indépendance était quelque chose que l'on ne comprenait pas, que personne ne comprenait. On ne savait pas ce que ça voulait dire être indépendant. On imaginait... Indépendant de Moscou. De Moscou, oui. Indépendant de l'Union soviétique, se retirer de l'Union soviétique. On imaginait très naïvement que c'était la Russie, la République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui accaparait les biens des autres républiques pour sa population. Et que si les gens vivaient mal en Ukraine ou en Estonie ou ailleurs, c'était la faute des Russes. En Russie, on disait le contraire. C'est-à-dire, si nous, on vit mal, on se saigne aux quatre veines pour soutenir les uns les autres. Si les Ukrainiens vivent mieux que nous, c'est parce que tous nos biens partent vers l'Ukraine. Et cette double incompréhension faisait que chacun voulait l'indépendance parce qu'on allait se débarrasser de tous les poids morts inutiles et pouvoir concentrer sa richesse pour soi. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que les choses se passaient, évidemment. Et en 91, les illusions sont vite tombées dès que l'indépendance a été proclamée. Pour l'Ukraine, c'était le 1er décembre 91. Et tout au long des années 92 et 93, ça a été la désillusion totale. Et en ce qui concerne la Crimée, en fait, la Crimée, c'est la partie de l'Ukraine qui voulait le moins l'indépendance. Si l'on, en fait, la participation au scrutin a été de 60% à peu près. Effectivement, le oui l'a emporté par 54%. Mais si l'on regarde bien, en fait, rapporté à la population, à la totalité des votants, ça représente un peu plus de 33%. Or, la Crimée était russe ethnique à plus de 60%. Donc on peut extrapoler de là et dire que les Russes ethniques ne voulaient pas se séparer de l'Union soviétique, qui ne tenaient pas à s'éloigner encore davantage de la Russie. Et lorsque je parle de Russes ethniques, ce sont vraiment des Russes ethniques, ce ne sont pas des Ukrainiens qui parlent russe. Pendant toute la période soviétique, les documents d'identité, dans le 5e paragraphe, précisaient la nationalité. C'est-à-dire qu'on était citoyen soviétique. Ensuite, il y avait le nom de famille, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité. Et la nationalité, ça pouvait être ukrainien, ça pouvait être russe, ça pouvait être n'importe quoi, y compris juif, puisque pour les soviétiques, il y avait une nation juive qui avait un territoire en Extrême-Orient russe, etc. Et ça, pour à peu près les 2/3 de la population de Crimée, ce qui était écrit sur leur document d'identité, c'était russe, ce n'était pas ukrainien. Ensuite, lorsque le pouvoir ukrainien s'est réellement instauré avec ses règles
et à peu près à partir de 1995, la notion de nationalité a disparu. Les documents d'identité ukrainiens ne mentionnent que la citoyenneté ukrainienne. Et ces gens de Crimée se sont retrouvés apatrides, parce qu'ils ne se sentaient pas citoyens ukrainiens, ils se sentaient de nationalité russe. Ils n'avaient pas le passeport ukrainien? Bah bien sûr, ils ne pouvaient avoir que le passeport ukrainien, mais c'était un passeport qui, à leurs yeux, ne les représentait pas, puisqu'il n'y avait pas leur nationalité. Ils ne se sont jamais sentis ukrainiens, à aucun moment. C'est-à-dire, c'est exactement... bon, ils sont restés depuis 1954 jusque 2014, ils sont restés sous la domination, appelons ça comme cela, certains le ressentaient même comme une occupation ukrainienne. Ce n'est pas pour autant qu'ils se sentaient ukrainiens. De la même manière, les Alsaciens et les Mosellans sont restés depuis 1871 jusqu'en 1914 allemands, mais la plupart ne se sont pas sentis du tout allemands. Ils étaient français. Et là, c'est un peu la même chose. Bon, ils étaient russes. Et ce qui fait que lorsqu'ils ont eu la possibilité de s'exprimer, eh bien, leur attachement à la Russie s'est imposé de lui-même. Ce n'était pas... il n'y avait pas besoin de trucage. C'est ça que l'on a du mal à comprendre en Occident. C'est-à-dire, on imagine que c'est un référendum truqué. Non, il n'y avait pas besoin de trucage. La population criméenne était désireuse depuis toujours de retrouver la patrie russe. C'est d'autant plus que le sentiment national en Crimée était particulièrement ancré justement parce qu'on cherchait à leur imposer une nationalité ou une citoyenneté qui n'était pas la leur. Donc 6 ans après donc, le conflit, où en est la situation actuelle? Est-ce que c'est un conflit gelé? C'est un conflit gelé, indiscutablement, oui. C'est un conflit gelé, mais qui peut se dégeler. Comment? Parce qu'il n'appartient qu'au gouvernement de Kiev de dégeler la situation. Les accords de Minsk II prévoient très clairement une désescalade dans le Donbass qui n'a pas réellement été suivie des faits. C'est-à-dire que les uns et les autres, au début, ont fait preuve de bonne volonté, ils ont retiré leur armement lourd, etc. Et puis, l'un ou l'autre, peu importe, parce que ça, c'est la poule et l'œuf, hein, on ne sait pas qui c'est qui a commencé, mais le problème, c'est que s'il y en a un qui rapproche un canon, bah, l'autre, il va en rapprocher deux, et ainsi de suite. Et donc, la situation est figée sur le terrain. Mais en revanche, il y avait une manière de la débloquer qui était relativement simple. Les accords de Minsk II prévoyaient que le gouvernement de Kiev devait procéder à une révision constitutionnelle pour accorder l'autonomie aux régions considérées. Et ça, c'est relativement simple à faire, c'est pas très très compliqué. Simplement, il y a une telle montée du populisme et du nationalisme à Kiev et en Ukraine qu'aucun gouvernement aujourd'hui ne peut prendre la décision, et surtout pas celui de Poroshenko, ne peut prendre la décision de changer la Constitution. Et justement, donc, on entend beaucoup aussi que la situation arrange beaucoup la Russie, mais aussi, est-ce que ça arrange l'Ukraine? La situation, en fait, n'arrange personne. C'est lorsque l'on dit que ça arrange la Russie, non, pas réellement, parce que la Russie a plutôt intérêt à reprendre des bonnes relations avec l'Ukraine, qui est son principal client pour le gaz et pour de nombreuses denrées. Et en plus... Oui, mais on peut noter un argument comme quoi un conflit gelé empêche l'adhésion à l'OTAN, par exemple. Là, effectivement, il y a cet argument-là, mais c'est un argument qui ne tient pas la route, parce que si on dégèle le conflit, c'est-à-dire de la manière qui est pratiquée dans tous les pays civilisés, hein, en Espagne, au Royaume-Uni, il n'y a rien d'exceptionnel à avoir des autonomies. La Suisse est un pays fédéral où chaque canton bénéficie d'une très large indépendance. Ce n'est pas pour autant que ça pose un problème quelconque. Donc que l'on donne une autonomie à Donetsk, à Lugansk ou en Transcarpathie, par exemple,
ça ne devrait pas poser de problème. Simplement, disons que pour les milieux, comment dirais-je, c'est pas tellement du côté de la Russie, à mon avis, que vient cette question du conflit gelé. C'est plutôt du côté de l'OTAN et de l'Union européenne. L'OTAN et l'Union européenne ont aujourd'hui tout intérêt à maintenir une situation conflictuelle. Justement, les sanctions doivent être prolongées. Là, oui, bien sûr. Mais ça, c'est évident. Hein. On remarque que c'est toujours la partie pro-russe qui doit se plier aux accords de Minsk. Sinon, il y a des sanctions. Mais si la partie ukrainienne ne se plie pas, ça ne gêne pas. En fait, l'Occident est coincé dans cette histoire parce qu'il pensait, comme la Russie avait beaucoup cédé dans les années 90, ne s'était pas élevé contre l'extension de l'OTAN, même si ce n'était pas ce qui était convenu au départ. Mais évidemment, il n'y avait rien d'écrit, donc c'est vite vu. Il n'y a rien d'écrit, donc on a le droit. Alors que Gorbatchev, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour travailler avec lui sur ses mémoires, me rappelait bien que, James Baker et le président Bush père étaient tout à fait positifs sur le fait de ne pas agrandir l'OTAN, de rester sur... L'OTAN s'est agrandie, y compris avec la Bulgarie et la Roumanie. Ça n'avait pratiquement aucun intérêt, mais peu importe. Ensuite, la tentative d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie, ça c'était trop. Mais les Occidentaux ne pensaient pas que la Russie pourrait réagir. Or, la Russie, lorsqu'on attaque ses intérêts essentiels, or l'Ukraine, indépendamment du passé, l'Ukraine était un point important pour la Russie. C'est le complexe militaro-industriel ukrainien fournissait des équipements dont les Russes avaient besoin. Des moteurs d'hélicoptères, des turbines à gaz pour des navires, des missiles balistiques, la maintenance des missiles balistiques. Et tout cela, du jour au lendemain, ça disparaît. C'est-à-dire que ça oblige la Russie à faire des efforts d'investissement supplémentaires, qu'elle a fait d'ailleurs. Mais pendant un certain moment, la situation devient ingérable pour les Russes, comme pour les Ukrainiens d'ailleurs. Et ça, les Occidentaux ne se sont pas rendus compte de cette situation d'impasse. C'est-à-dire qu'en poussant l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union européenne, il n'y avait aucun problème. En poussant l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, là, les problèmes commençaient. Parce que ça signifiait quoi, l'adhésion à l'OTAN? Ça signifiait que la Russie perdait sa principale base navale en Crimée. Ça signifiait que non seulement la Russie perdait cette base navale, mais qu'à terme, ce serait l'OTAN qui la récupérerait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accès vers la Méditerranée, la Russie serait complètement coincée par la présence des flottes de l'OTAN en mer Noire, avec une base importante qui leur appartiendrait. Donc ça, c'était inacceptable pour les Russes. Et les Occidentaux, les Américains en particulier, ne s'en sont pas rendus compte. Parce qu'ils étaient dans la logique, c'est l'Ukraine avec la Russie devient un empire, l'Ukraine sans la Russie est une puissance régionale. C'est la vision de Brzezinski. Voilà, c'est la vision de Brzezinski et qui a été reprise ensuite par les différents dirigeants, les différents présidents américains. Et le conflit de 2013-2014 reflète, si je ne me trompe pas, donc l'histoire de l'Ukraine. Entre l'histoire donc aussi de votre livre entre l'Ukraine, entre deux destins. Oui. Il y a effectivement, à part que ce que je dis à la fin, c'est que ce partage de destin, choisir l'Europe, choisir la Russie, c'est pas cela actuellement. Actuellement, c'est choisir un État unitaire, construit sur le modèle de la France,
ou bien choisir un État multiculturel construit sur le modèle du Royaume-Uni ou de l'Espagne. À la différence que la France a été construite par la volonté des rois, certes, mais par la pression des armes de la Révolution, et ensuite par une politique jacobine qui a duré tout un siècle, qui consistait à nier les particularismes régionaux. Il y avait des affiches au XIXe siècle, en Bretagne, dans les écoles, interdit de cracher par terre et de parler breton. Bon, aujourd'hui, on en est revenu, parce que c'est tout de même une richesse. Hein. Le provençal était considéré comme une langue, puis il est devenu simplement un dialecte. Eh bien là, c'est l'inverse. En Ukraine, c'est l'inverse. Le dialecte est devenu une langue, mais c'est une langue qui est une langue commune pour des cultures qui sont différentes. Et il faut tenir compte de cela. La langue commune, certes, qui peut permettre effectivement l'unification progressive, mais en tenant compte des particularismes. Donc, l'autonomie de certains territoires ne me semble pas être quelque chose de particulièrement dramatique. D'autant plus que l'alternative, c'est quoi? Effectivement, le conflit est gelé, mais il ne restera pas éternellement gelé. Il y a bien quelqu'un qui le reprendra. Si ce sont les Ukrainiens qui le reprennent et qui gagnent, très bien. Alors là, il faudra qu'ils instaurent la loi martiale sur le Donbass. Il faudra qu'ils appliquent une politique qui sera éventuellement celle de Franco en Espagne après la guerre civile, c'est-à-dire une sorte de dictature militaire pour imposer la bonne conduite aux peuples qui ne sont pas d'accord. Mais ça n'empêchera pas les éruptions. C'est-à-dire que l'Ukraine, si elle ne choisit pas la voie de la raison, la voie des autonomies, se condamne à être obligée de devenir un État oppresseur et répressif pour les minorités qui ne sont pas d'accord avec la volonté majoritaire. On va revenir à votre livre. Vous partez des premiers peuplements de la région. Biélorusses, Russes et Ukrainiens partagent une origine commune. La Russie ne vient surtout pas de l'Ukraine. L'Ukraine, d'ailleurs, n'a existé réellement en tant qu'Ukraine. Enfin, le mot Ukraine désignant une nation n'a commencé à exister qu'au XIXe siècle. Avant, on parlait d'Ukraine, mais c'était pour désigner certaines provinces, qui n'étaient pas d'ailleurs toutes localisées dans l'Ukraine actuelle. Par exemple, on parlait de l'Ukraine également pour désigner la Biélorussie, parce que Ukraine, ça veut dire les territoires à la frontière, à la marge. Ce sont les marches de l'Empire qui sont l'Ukraine. Et là, pour l'occasion, l'Ukraine, c'était les marches de la Pologne, du royaume de Pologne. Alors on pourrait citer une date de l'alliance ou de l'union entre ce qu'on appelle maintenant l'Ukraine et la Russie. En 1604, l'accord de Péréislav, comment interpréter ce traité? L'un des leaders des Cosaques, qui était Bogdan Khmelnytsky, et Khmelnytsky présentait la caractéristique d'être un noble polonais, mais cosaque, qui était dépossédé de ses terres par des magnats polonais et autour de lui et de la Sich des Zaporogues s'est constitué ce que l'on peut appeler un proto-État qui est entré en guerre avec la Pologne. Et il se trouve qu'il lui fallait des alliés. Et les seuls alliés disponibles à un moment donné, en 1654, c'était le tsar de Russie, Alexeï Mikhailovitch. Donc, l'alliance est une alliance de circonstances, mais les Cosaques prêtent un serment d'allégeance, de vassalité, au tsar de Russie. Et c'est de cette époque que date l'union entre l'Ukraine, qui n'était pas encore l'Ukraine, et la Russie. D'accord. La Russie s'est étendue à première vue très facilement à l'est au XVIIe siècle, jusqu'à la frontière chinoise, mais beaucoup plus difficilement à l'ouest. Comment l'expliquer en fait? C'est tout simple. Les plaines du nord de l'Asie étaient quasiment désertes. Il y avait des peuplades qui étaient facilement colonisées par la puissance russe. Les Cosaques russes
disposaient d'un important savoir-faire militaire, et puis ils étaient bien équipés. Dès le XVIe siècle, ils disposaient d'unités de mousquets, etc. Et l'un des Cosaques russes, donc Yermak, a pratiquement conquis à lui tout seul la moitié de la Sibérie avec moins de 1000 hommes. Parce que leur tactique, leur puissance de feu était telle que les peuplades qu'ils rencontraient se soumettaient. Et donc, jusqu'à rencontrer très à l'est l'Empire chinois et ensuite l'Empire du Japon, il n'y avait pas de résistance. À l'ouest, en revanche, bon, il y avait la Lituanie, qui était très importante à partir du XIIe siècle, qui a formé par la suite la double monarchie, enfin pas la double monarchie, mais la République des deux nations avec la Pologne, donc la Pologne-Lituanie. Il y avait les Ottomans au sud, et c'était des guerres, et les Suédois au nord. Donc pour la Russie, c'était très difficile de s'étendre sur ces terres. Mais elle a tout de même réussi, avec le temps, à gagner, à reconquérir une grande partie de la Rousse de Kiev qu'elle avait perdue avec, en particulier, l'arrivée des Mongols. Et donc, fin 18e, on assiste à la naissance de l'ukrainien en tant que langue écrite. Le 19e siècle est le siècle des printemps des peuples et des nationalismes. D'où et comment vient le mouvement nationaliste ukrainien? Il y a un double mouvement. À l'issue du partage de la Pologne, une partie... À quel moment? C'est au XVIIIe siècle. Donc le troisième partage de la Pologne, c'est 1795. À partir de là, la Pologne n'existe plus. Mais les terres polonaises du sud, c'est-à-dire les terres ukrainiennes, ce que l'on appelait les voïvodies ukrainiennes, qui étaient en fait au sud, au contact des Ottomans et du Khanat de Crimée, qui d'ailleurs à la même époque disparaît. Donc en fait, la Russie, la Prusse et l'Autriche se partagent les terres polonaises, et les terres ukrainiennes qui à partir de là deviennent réellement l'Ukraine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, sont partagées entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. La partie autrichienne bénéficie d'une grande liberté, c'est-à-dire que la politique des nationalités autrichiennes est une politique de confiance. L'empereur d'Autriche est le suzerain d'un ensemble de nations qui sont unies par l'allégeance à l'empereur et non pas par l'appartenance à une patrie. Et dans ce sens-là, la Hongrie, d'autres régions et la Galicie, qui est la partie ukrainienne occidentale, bénéficient d'une reconnaissance culturelle et d'une représentation. Progressivement se met en place une représentation des députés sont élus et ils n'ont pratiquement aucun pouvoir parce que tous les pouvoirs sont concentrés à Vienne. Mais il se prend une habitude de considérer que l'Ukraine existe. D'ailleurs, à cet endroit-là, on ne dit pas tellement l'Ukraine, on dit la Galicie, où on parle des Ruthènes, on ne parle pas des Ukrainiens. Mais n'empêche, ce sont des gens qui parlent ukrainien, c'est-à-dire le dialecte qui deviendra une langue progressivement lorsque une grammaire sera instaurée. Et de l'autre côté de la frontière, on parle la même langue, avec quelques variétés, quelques divergences, mais minimes. Simplement, donc, du côté autrichien, la culture est reconnue. On enseigne l'ukrainien dans les écoles primaires. Ensuite, on passe à l'allemand dans les écoles secondaires et supérieures. Ou au polonais, parce que c'est une région qui est à la fois ukrainienne et polonaise. Et l'identité ukrainienne se forge là, par opposition, non pas à l'Autriche, qui au contraire est un allié, mais par rapport aux Polonais. En revanche, de l'autre côté, le dialecte ukrainien est considéré effectivement comme un dialecte. La politique
des nationalités des tsars est tout à fait différente. Ce que veulent les tsars, c'est constituer une nation russe. C'est beaucoup plus jacobin. Absolument, ils sont dans la même logique que la France à la même époque. Ils veulent constituer une nation. Et tout simplement parce que à ce moment-là, les Russes représentent à peine 50% de la population de l'ensemble de l'Empire russe, et tous les autres peuples sont des peuples allogènes, dans le Caucase, en Asie, etc. Donc, ils ont besoin de se renforcer. Si, à la nation russe proprement dite, on ajoute les petits Russes, c'est-à-dire les Ukrainiens, et les Biélorusses, les Russes blancs, c'est-à-dire ceux qui habitent aujourd'hui en Biélorussie, eh bien là, ça passe le pourcentage à 75%, ce qui permettrait éventuellement d'intégrer les nations non slaves, les peuples du Caucase en particulier. Et là, c'est très important parce que l'Ukraine, le nationalisme ukrainien dans cette partie russe de l'Ukraine, il ne se forge pas contre les Polonais, il se forge contre les Russes, dans une volonté de ne pas se laisser assimiler ou intégrer, surtout intégrer. Et à partir de là, les Ukrainiens de la partie russe trouvent exemple dans ce qui se passe dans la partie autrichienne pour demander des revendications politiques, pour avancer des revendications politiques de reconnaissance culturelle, de reconnaissance d'autonomie. Et ils sont minoritaires, elles ne deviendront majoritaires qu'au moment de la Première Guerre mondiale. Jusque-là, c'est le mouvement général de l'Ukraine russienne, c'est l'intégration avec la Russie. Mais la Première Guerre mondiale, la disparition des empires, bouleverse complètement la donne. Alors justement, l'histoire s'est accélérée à grands pas depuis la Révolution de 17, qui a tout déclenché, la première indépendance du pays en 1918. Pourquoi le mouvement nationaliste n'a-t-il pas réussi donc en 1918 ? En 1918, c'était très délicat. Le mouvement nationaliste s'est constitué sous la protection de l'Allemagne. La puissance, après la Révolution de 17 et l'éclatement de l'Empire russe, chaque État constitutif de l'Empire s'est déclaré indépendant, y compris l'Ukraine. L'Ukraine de Galicie bénéficiait d'une proximité énorme avec l'Allemagne, avec l'Autriche évidemment, puisque c'était une partie de l'Autriche-Hongrie. Il y avait une communauté de langue, il y avait une communauté de culture. Lorsque vous allez à Lvov, vous vous trouvez en Autriche, vous vous trouvez certainement pas à Kiev ou plus loin vers l'Est. Cette communauté fait que, par la force des choses, l'indépendance ne peut se faire que sous la protection allemande, puisque la guerre ne se terminera qu'à la fin de l'année 1918. Et les Allemands, au départ, sont tout à fait d'accord pour avoir une république ukrainienne indépendante en Galicie. Ça ne les dérange pas, à condition qu'ils soutiennent l'effort de guerre. C'est-à-dire, il y a un minimum de vivres qu'il faut livrer, etc. Mais les quotas sont très élevés et les Ukrainiens ne peuvent pas remplir ces quotas. Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, les Allemands permettent l'émergence d'une dictature proto-fasciste, qui est celle de Skoropadsky, lequel instaure réellement, c'est un ancien général tsariste, mais il instaure un État ukrainien qui rappelle l'État des Cosaques. D'ailleurs, on l'appelle le Hetmana cosaque, et lui-même se proclame Hetman. Et à la fin de la guerre, forcément, il n'a plus ses protecteurs, par conséquent, il disparaît. Le problème, c'est que d'un côté, nous avons une dictature fascisante, avec derrière elle des tentatives pour créer un système plus démocratique, mais en même temps très influencé par le socialisme dominant à l'époque. Et de l'autre côté, du côté russe, enfin du côté de l'ancien empire russe, nous avons une volonté très nette d'instaurer une république socialiste soviétique
Et la lutte qui dure entre 18 et pratiquement 22, entre d'une part la République socialisante et de l'autre côté la République communiste, fait que la situation dégénère. Il y a des pogroms contre les Juifs, il y a des massacres, il y a... J'aimerais bien revenir donc sur cette période. Les Ukrainiens étaient pour ou contre la révolution de 17 ? Les Ukrainiens, au départ, étaient favorables à la révolution de 17, bien entendu, dans la mesure où cela leur permettait d'essayer de gagner l'indépendance. Mais pas tous les Ukrainiens, évidemment. Il y a des Ukrainiens qui étaient profondément des sujets de Sa Majesté l'Empereur de Russie et qui considéraient qu'il ne fallait surtout pas quitter la Russie. Il y a beaucoup de discussions d'ailleurs sur l'appartenance de la Russie, sur l'appartenance de l'Ukraine à la Russie entre le chef du gouvernement provisoire Kerensky et les autorités provinciales, appelons-les comme ça, de Kiev, et les discussions sont assez passionnées parce que quel est l'avenir de cette partie? Est-ce qu'elles vont faire, est-ce que l'Ukraine va être une partie d'une fédération russe qui va être constituée, ou est-ce qu'ils vont opter pour une indépendance? Le débat est tout à fait ouvert. Simplement, à partir de la révolution d'octobre, il n'y a plus de débat. Le débat, c'est non pas ukrainien ou russe, non, ça n'existe plus. Le débat, c'est communiste ou non, soviétique ou non. Et ce sont les soviétiques qui l'emportent, et l'Ukraine devient une république socialiste soviétique à l'intérieur de la confédération, ou plutôt de la fédération qui est constituée par Lénine et qui s'appelle l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et justement, vous aimez à différencier Staline et Lénine vis-à-vis des politiques de nationalité et l'internationalisation de la lutte. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela débouche sur l'ukrainisation de l'Ukraine, en fait? Alors, ça, c'est la politique des nationalités de Lénine et de Staline. En fait, Staline a codifié, pour le compte de Lénine, une politique des nationalités qui était très libérale. Elle s'inspirait beaucoup de l'exemple autrichien. C'est-à-dire, chaque peuple a droit à sa propre voix. Ça, c'est Staline qui dit ça. C'est Staline et Lénine. En fait, c'est la position de Lénine plutôt que de Staline, mais c'est Staline qui codifie en 1913, c'est lui qui écrit le premier texte important sur la politique des nationalités. Et ensuite, il deviendra le commissaire du peuple aux nationalités en 18. Et la vision de Lénine est les peuples ont intérêt à choisir le communisme. Donc, ils vont s'unir à la Russie soviétique. Mais si on leur impose leur attachement à la Russie soviétique, ils refuseront. Il faut que ce soit un libre consentement. Et ce libre consentement se retrouve d'une certaine manière également du côté austro-hongrois avant la guerre. Mais là, c'est vraiment formalisé d'une manière beaucoup plus théorique, parce que les communistes, Lénine et les principaux leaders aimaient bien les choses qui étaient bien carrées, les textes qui expliquaient tout, même si ensuite c'était pour les contourner. Mais en tout cas, au départ, les choses étaient assez claires. Donc l'Ukraine, normalement, devait choisir son destin. Or, ce destin, logiquement, ne pouvait être que le destin du communisme, puisque le communisme était appelé à dominer le monde. Donc, il n'y avait pas de confusion. Là, simplement, c'était une question de délai. En plus, dans l'esprit de Lénine, une Ukraine ou un autre pays, la Biélorussie ou les pays du Caucase, la Transcaucasie indépendante, mais à l'intérieur de l'Union soviétique, pouvait inciter d'autres États européens à s'insérer, parce qu'il constituait un exemple assez... un produit d'appel. Maintenant, on dirait cela, c'était un produit d'appel. Le problème, c'est que lorsque Lénine disparaît, toutes les tendances centrifuges de ces États qui sont soviétiques de fait, mais parfois il y a un très grand débat en Ukraine sur le fait de rester
aux ordres de Moscou, ou bien avoir une politique propre, etc. Et ça, Staline ne le supporte plus. Staline, lorsqu'il accumule entre ses mains un pouvoir considérable, comme l'écrivait Lénine, à partir de ce moment-là, l'Ukraine doit suivre la ligne. Donc, elle a droit à avoir un État, un territoire. C'est la République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle a droit d'avoir une langue. Parce que les peuples constitutifs de l'Union soviétique qui ne disposent pas de leur propre langue, on la leur crée. On établit qu'il y a une langue majoritaire à tel endroit, mais les autres, les petites langues, les dialectes parlés par différents peuples sont également reconnus. En Ukraine, la politique d'ukrainisation, la korénisation, c'est-à-dire l'indigénisation, est mise en place très vite. Et en particulier, dans les années 20, le nombre de livres publiés en ukrainien, la langue ukrainienne est enseignée dans les écoles. Ça devient la langue officielle. C'est-à-dire que les démarches administratives se font en ukrainien. Elles peuvent se faire également en russe, mais essentiellement en ukrainien. Et ça, pendant toutes les années 20, l'ukrainien est imposé dans le cadre de la politique des nationalités. Simplement, ça, c'est la littérature, c'est la culture, et surtout pas la politique. Il n'y a pas de politique. À partir de 1925, de toute façon, il n'y a plus de parti autre que le Parti communiste de l'Union soviétique ou le Parti communiste d'Ukraine en Ukraine. Et c'est ce Parti communiste d'Ukraine qui établit les règles sous la direction, bien entendu, des frères de Moscou. Donc viennent les années 30 et la famine très connue déclenchée en Ukraine par Staline faisant 4 ou 5 millions de morts. Une famine qui a tué beaucoup en Russie et au Kazakhstan. Est-ce que vous pouvez me détailler ce processus? Certains parlent de génocide ou de Holomodor. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Holomodor, ça signifie l'extermination par la faim. Mais effectivement, c'était une extermination par la faim, mais ce n'était pas une politique qui était destinée à décimer le peuple ukrainien, surtout pas. Contrairement à ce que l'on imagine, l'Ukraine n'a pas été défavorisée ni par le gouvernement tsariste avant 17. Les investissements en Ukraine étaient colossaux. En l'espace de 50 ans, on a construit 16 000 kilomètres de voies de chemin de fer. On est passé de 3 000 usines en Ukraine à 30 000 en l'espace de quelques dizaines d'années. C'était très rapide. Et cette évolution faisait que l'Ukraine est devenue une partie essentielle de l'Union soviétique, mais vraiment essentielle. Et d'ailleurs, les investissements en Ukraine ont continué à se faire au moment des plans quinquennaux. Ils se sont faits autour de la sidérurgie du Donbass, les grands barrages sur le Dniepr. Il y a eu réellement une volonté du pouvoir central de développer cette partie parce que c'était la partie la plus éduquée, la plus riche et celle qui permettait d'avoir le plus vite un retour sur investissement du point de vue politique. En revanche, la politique soviétique, la politique communiste, c'était l'éradication de la propriété privée, et en particulier la fin des paysans, de tous les paysans, pas seulement les paysans riches, tous les paysans devaient disparaître. Tous les propriétaires d'une parcelle, autre que celle que le parti donnait aux kolkhosiens pour leur culture personnelle, qui étaient des parcelles qui représentaient entre 0,4 hectares et 1 hectare, c'est-à-dire pas grand-chose. Tout le reste, ça devait être assemblé au sein des kolkhozes ou au sein des sovkhozes, qui étaient les exploitations d'État. Les kolkhozes étaient les exploitations collectives où les paysans se rassemblaient pour cultiver ensemble les champs du kolkhoze et avec le bétail du kolkhoze, etc.
Et pour arriver à cela, il fallait détruire la paysannerie, il fallait la détruire. Il ne devait plus y avoir que des ouvriers agricoles. Et c'est dans le cadre de la politique de collectivisation que l'économie agricole de l'ensemble de l'Union soviétique a été détruite. On confisquait les terres, on confisquait les récoltes. Les tchéquistes, c'est-à-dire les membres de la police secrète, enfin de la police politique, et les soldats faisaient des réquisitions totales, c'est-à-dire qu'ils ne laissaient rien. Et surtout, ils ne laissaient même pas des semences, de quoi ensemencer les champs la saison d'après. Résultat, le summum de cette politique, c'était à peu près 30-31. En 32 et 33, il n'y avait plus de quoi faire des récoltes. Par conséquent, ça a été une famine épouvantable qui a touché l'Ukraine d'une manière extraordinaire. 4 millions de morts à peu près, c'est ce qu'on estime, mais qui a touché de la même manière le sud de la Russie, c'est-à-dire toutes les terres noires. Il n'y a pas que des terres noires, les tchernosiums en Ukraine, mais également dans le sud de la Russie, au Kazakhstan. Et il y a eu des millions de morts également dans ces régions. Et d'ailleurs, on cite toujours pour cette période, pour symboliser cette période, l'histoire de Pavlik Morozov. Pavlik Morozov, c'était un jeune gars de 13 ans qui a dénoncé son père comme paysan riche. Et évidemment, le père a été arrêté, et lui, Pavlik, a été éliminé par les membres de la famille pour avoir dénoncé. Donc lui, c'était le prototype du jeune soviétique qui bravait les dangers pour affirmer la politique du parti. C'est une histoire qui est complètement inventée. Le Pavlik Morozov en question a existé, mais rien ne s'est passé comme cela. Or, cette histoire symbolique ne se situe pas du tout en Ukraine, elle se situe au sud de l'Oural. Donc, lorsque aujourd'hui les Ukrainiens disent « Ah, l'Holodomor, c'était la manière que Staline a eue de vouloir se débarrasser du peuple ukrainien », non, c'est pas ça. D'accord. Comment l'occupation allemande en 1941 a-t-elle été vécue en Ukraine? Ah, ça elle a été très très mal vécue, très très mal vécue. Parce qu'au départ, les Allemands étaient considérés comme des libérateurs. Il y avait Donc les nazis étaient mieux, selon les Ukrainiens, que les soviétiques? Oui. Oui, en particulier dans toute la partie de Galicie. La Galicie est devenue soviétique en 1939 grâce au pacte Hitler-Staline. La première chose qu'ont fait les soviétiques en arrivant en Galicie, c'est soviétiser. C'est-à-dire, on nationalise tout, on élimine la paysannerie, on élimine tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la doctrine du parti, tous les partis n'existent plus, on emprisonne les éventuels opposants, même pas des opposants réels, mais ceux qui peuvent avoir la tentation, etc. C'est réellement, on est au summum des purges en Russie, enfin en Union soviétique, c'est juste après les procès de Moscou, c'est une période très dure. Donc, les habitants de Galicie n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être débarrassés des soviétiques. Et effectivement, cela explique une grande partie de la collaboration des Ukrainiens de Galicie avec les nazis, en particulier la volonté d'un leader de l'une des principales formations nationalistes ukrainiennes, Stepan Bandera, de vouloir faire en sorte que l'Ukraine devienne un État indépendant, marchant la main dans le national-socialisme avec l'Allemagne hitlérienne. Simplement, l'intention d'Hitler n'était pas du tout d'avoir un État indépendant, pas du tout. Ce que Hitler voulait, c'était du Lebensraum à l'Est, c'est-à-dire transformer l'Ukraine et une partie de la Russie en grenier à blé pour l'Allemagne. Mais pas un État indépendant, surtout pas. Il fallait que ce soit
dirigé par les Allemands et que tout soit conforme aux règles établies par les Allemands. Surtout pas d'avoir des nationalistes qui risquaient de mettre, excusez-moi l'expression, le bordel sur un territoire qui pouvait devenir, dans le cadre de la guerre envisagée par Hitler, qui pouvait devenir un atout essentiel. Et donc, lorsque les nazis arrivent en Galicie, ils sont accueillis en libérateurs, et très vite on se rend compte que les Galiciens se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas, que ils ne sont pas mieux en tout cas que les soviétiques. Et donc il y a des mouvements de contestation qui se lèvent, progressivement une résistance se met en place, et c'est une résistance qui est d'abord orientés contre les soviétiques, puisque ce sont eux, c'est le pire des deux mots, ça reste les soviétiques. Mais progressivement, cette résistance lutte à la fois contre les soviétiques et contre les nazis, à partir de 1943 en particulier. Et donc, l'ensemble de l'Ukraine est un terrain de lutte très souvent fratricide, où tout le monde s'oppose à tout le monde. En plus, les armées libres polonaises sont également dans le jeu, et les résistants ukrainiens s'opposent non seulement aux Allemands et aux Russes, mais également aux Polonais, surtout d'autant plus que la Pologne devient une démocratie populaire après la libération, et la lutte continue dans cette partie-là. C'est une situation vraiment qui a fait c'est là que se situe l'essentiel de l'hécatombe de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, donc, sur les 6 millions de juifs exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous évoquez 900 000 juifs exterminés venant d'Ukraine. Comment ça se fait qu'un parti comme Sloboda, qui a été fondé en 1991, sous le nom de Parti national socialiste d'Ukraine, puisse exister? Parce qu'il y a un romantisme. Vous savez, lorsque les soviétiques ont reconquis le terrain, ils ont re-soviétisé. Dans toute la partie qui était déjà soviétique, l'Ukraine soviétique, les gens étaient habitués. Il y a beaucoup de juifs d'ailleurs qui sont restés là parce qu'ils étaient habitués à la situation, au régime, etc. En revanche, dans la partie galicienne, il y a eu d'abord en 1939 la soviétisation, et ensuite re-soviétisation en 1943-1944, et pour certaines régions 1945. Et cette soviétisation s'est faite d'une manière très brutale, qui a gommé d'une certaine manière le problème des nazis. La révolte larvée, qui a duré jusque pratiquement en 1955, contre le pouvoir de Moscou, a fini par rendre d'une certaine manière symboliquement acceptable des figures de la résistance de l'époque, en particulier Stepan Bandera, qui était effectivement d'une idéologie nazie, et proprement nazie, il n'y avait aucun problème sur cela. Mais à un certain moment, il se bat également contre les Allemands, parce que son programme est complètement chamboulé. Il n'a pas pu établir la République nationale socialiste qu'il voulait, et il est obligé pratiquement de lutter contre les exactions des Allemands dans le pays. Mais n'empêche que c'est un nazi. Donc, et Bandera qui a été reconnu comme héros national par le président Yushchenko. Oui. Il a été reconnu comme héros national dans le but d'attirer toute la partie nationaliste galicienne aux élections en faveur du candidat, justement, le successeur de Yushchenko, c'était Timoshenko, qui normalement aurait dû être élu dans les plans de la partie ouest
de l'Ukraine, alors que le candidat Yanukovych, qui était celui de l'Est, a été finalement élu.